Bonsoir. Donc avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier le Centre tchèque et nommément ou plus particulièrement Jean-Gaspard Parlenček d'avoir organisé cette exposition d'Alain Diviš. Il se trouve que cette exposition se déroule pratiquement exactement 90 ans après la première et la seule exposition qu'Alain Diviš a pu organiser à Paris de son vivant. Elle avait lieu en 1932 dans une galerie pas loin d'ici, rue de Seine. Donc c'est une occasion particulière donc, de reparler d'Alain Diviš à Paris, parce que malgré le fait que c'est un artiste très intéressant et très original, et qui a vécu à Paris plus de 15 ans, il reste toujours très peu connu ici, alors que sa place aurait été tout à fait dans l'exposition dont parlait tout à l'heure Jean-Gaspard, c'est-à-dire dans l'exposition L'Art en guerre au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, aux côtés des artistes comme Jean Dubuffet ou Vols ou d'autres artistes moins connus qui ont été actifs à Paris ou en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Alain Diviš, je vais vous présenter rapidement son parcours. C'est une figure très marquante et originale, mais il fait partie de ces artistes dont on sait en réalité très peu de choses et dont la personnalité et l'œuvre sont entourées de beaucoup de mystères et beaucoup de légendes que l'artiste lui-même a contribué à forger, et du coup c'est un véritable mythe qui existe autour de sa personne et autour de son travail. Ceci est sans doute dû au caractère de l'artiste, comme j'ai dit, qui crée lui-même un flou artistique en modifiant les dates de sa venue en France, en indiquant dans une biographie que sa mère était morte quand il était jeune, alors qu'en réalité elle était décédée 20 ans plus tard que ce qu'il indiquait, etc. Et aussi, c'est sans doute lié à son parcours personnel, parce qu'il se retrouvait souvent, et malgré lui, dans des situations très difficiles et parfois assez invraisemblables. Et bien sûr, cette légende ou ce caractère mythique est lié sans doute aussi à son œuvre qui a un caractère lui-même un peu mystique, en tout cas profondément existentiel, et qui touche beaucoup aux questions que peut se poser donc l'homme moderne. Mais comme j'ai dit, il est très difficile d'établir entre guillemets la vérité exacte concernant son existence. Et à cette occasion, je voudrais en profiter pour saluer le travail de recherche qu'ont fait deux historiens d'art tchèques, Wanda Skálová et Tomáš Pospíšil, qui ont bonjour Xavier, qui ont écrit la toute première véritable monographie d'Alain Diviš et qui ont su justement enfirmer ou confirmer certains mythes qui concernaient la personnalité et la vie de Diviš. Donc je vais essayer dans cette brève présentation que je vais vous proposer ce soir à vous donner quelques éléments éclairant son parcours, mais bien sûr sa personnalité et son œuvre est beaucoup plus complexe que ce que je pourrais vous montrer ce soir, donc je ne vais pas être exhaustif et je vous invite à lire cette monographie si vous serez intéressé par cet artiste. Donc Alain Diviš, en réalité Karel Diviš, c'est une des choses déjà que lui-même a modifié par rapport à son identité, parce qu'il est né en tant que Karel Diviš et il a utilisé le nom d'Alain à partir des années 20 et officiellement seulement à partir de 1948. On ne connaît pas la raison exacte de ce changement d'identité. On peut peut-être le mettre en parallèle, en tout cas c'est ce que font les auteurs de la monographie, avec Marie Čerminová qui a pris le nom Toyen, et ils ont été tous les deux assez proches à un moment donné. Ils ont étudié ensemble à l'école des arts décoratifs à Prague. Diviš avait habité dans son atelier, Toyen avait habité à un moment donné dans l'atelier Diviš à Prague, et ils se sont fréquentés aussi à Paris. On va y revenir un petit peu plus tard. Avant d'arriver à Paris, je vais vous montrer là, si ça marche. Voilà, merci. La toute première œuvre qu'on connaît d'Alain Diviš, on voit que son travail de jeunesse était influencé par le cubisme tardif et par l'expressionnisme, comme c'était le cas de beaucoup d'artistes tchèques de sa génération. Un cubisme un petit peu
adaptés par les artistes tchèques, comme c'était le cas à Prague. Les artistes connaissaient le cubisme grâce à la collection de Vincent Kramar et grâce à quelques expositions organisées par la société Manes. Et ici lié aussi à une sorte d'illusionnisme chez Alain Divish, avec ce cadre gris qui est peint sur la toile elle-même, qui peut rappeler certains artifices que faisait dans sa peinture Juan Gris. Et donc la signature de Divish qui se retrouve donc sur ce cadre illusionniste peint sur la toile. C'était probablement l'année prochaine, je dis probablement parce qu'il y a un flou artistique autour de la date de son départ pour Paris, mais c'était probablement pendant l'été 1926 que Divish décida de partir pour Paris, comme l'avait fait cette même année aussi donc Toyen avec le peintre Jindřich Štýrský, et comme l'avaient fait avant eux beaucoup d'artistes tchèques, donc après la création de la République tchécoslovaque en 1918. Après son arrivée dans la capitale française, Divish donc peignait des vues sur la ville. Voici un exemple d'une vue de Paris, dans des ponts de Paris peints en 1927, mais il avait fait surtout des compositions de ce genre, des compositions colorées qui se retrouvent à la limite de l'abstraction, comme celle-ci. Il est d'ailleurs intéressant que beaucoup d'artistes tchèques qui sont arrivés à Paris et qui, avant leur arrivée à Paris, avaient une peinture plutôt d'essence figuratif, même si ça pouvait prendre des fois des formes très libres, mais en arrivant à Paris, leur peinture est devenue beaucoup plus abstraite, et même si pas proprement abstraite, en tout cas beaucoup plus détachée de ce qu'on peut appeler modèle extérieur et beaucoup plus allusif. C'était le cas déjà donc de Toyen et Štýrský. Ici encore un exemple d'une peinture de Divish de cette période, et puis un exemple de ce que faisaient après leur arrivée à Paris Jindřich Štýrský et Toyen. Dans la toile de Jindřich Štýrský un petit peu plus ancienne, mais je la montre ici parce qu'il avait exposé à Paris en 1926. Elle est encore marquée du cubisme. Et puis ils se sont mis à faire à Paris avec Toyen des peintures comme le Mirage, là, la toile Mirage de Toyen, en fondant leur mouvement qu'ils appelaient artificialisme et qui se voulait à mi-chemin entre donc l'abstraction et le surréalisme. Et ils ont montré leur nouveau mouvement à la Galerie d'art contemporain en 1926 et ensuite l'année suivante à la Galerie Vavin à la fin de l'année 1927. Divish, il est très probable que Divish a vu cette exposition, vu ses liens étroits avec Toyen, et en tout cas on peut retrouver dans ces peintures artificialistes chez Toyen et chez Štýrský un travail similaire de superposition de couleurs, d'empattement des couleurs, de travail avec la transparence des couleurs. Et même si le résultat final reste assez différent, il y a une approche un petit peu similaire de travail de la peinture. Toyen travaillait ses peintures artificialistes avec des patrons, en vaporisant la toile avec des couleurs, en y posant des objets ou des patrons. Et on retrouve une technique un petit peu similaire dans cette toile de Divish de 1927, qui est figuratif, mais aussi un travail de couleurs vaporisées à l'aide des pochoirs sur la toile. On n'a malheureusement qu'une reproduction noir et blanc de cette peinture parce qu'elle était parue dans la revue, dans le journal plutôt de langue allemande, publié à Prague, Prager Presse. Les œuvres de cette période de Divish peuvent être mises en parallèle aussi avec un autre artiste tchèque qui vivait à ce moment-là à Paris et qui, lui, vraiment après son arrivée à Paris, s'est mis à faire une peinture radicalement abstraite et voulant être abstraite. Son abstraction, ce qu'on appelle abstraction lyrique, c'est-à-dire résolument non géométrique, travaille aussi de la même manière avec cette pâte colorée. Vous pouvez le voir notamment avec cette reproduction noir et blanc en haut, avec des jeux de matière et de structure, et aussi ce recours à la ligne arabesque, entrelacée, rythmant la toile de manière quasi musicale, peut être approché du travail de Divish de cette époque. En tout cas, il est évident que tous ces artistes à Paris se fréquentaient à cette période, et Divish a pu être marqué
marqué par ça. En tout cas, son travail de cette époque était le plus près de l'abstraction de toute sa carrière. Après, sa peinture deviendra un petit peu plus classique avec des allers-retours plus ou moins près vers l'abstraction. Avant de passer vers cette période un petit peu plus classique, je voudrais juste évoquer l'enseignement que Divish a suivi à Paris. Il avait écrit une biographie, plutôt autobiographie, une courte autobiographie qui est conservée à l'Institut d'Histoire de l'Art à Prague, le manuscrit. Et dans cette autobiographie, il indique qu'à Paris, il avait fréquenté l'école des Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts de Paris, l'Académie de la Grande Chaumière, l'Académie Julian, l'Académie Ranson et l'Académie Colarossi. Donc, ça fait un petit peu beaucoup d'académies. Je suis persuadée qu'il les a fréquentées toutes en auditeur libre. J'ai pu voir les listes des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et Divish n'y figure pas. Pour les autres académies, c'est difficile. On peut pas, il n'y a pas vraiment d'archives, mais en tout cas, beaucoup d'artistes étrangers les fréquentaient en auditeur libre pour le cours de dessin le soir où on pouvait dessiner d'après un modèle vivant, souvent le nu. Et ces académies offraient aux artistes qui n'avaient pas d'atelier à Paris comme ça un espace où ils pouvaient travailler au chaud, ils pouvaient rencontrer d'autres artistes. Donc beaucoup d'artistes y allaient comme ça pour ces cours de soir et je suis sûre que c'était aussi le cas de Divish. Pour ce qui est les professeurs qu'il indique dans son autobiographie, il indique avoir été élève d'André Roth, de Fernand Léger, d'Amédée Ozenfant, de Tom Frisch et de František Kupka. Donc pour tous ces artistes, sauf František Kupka, qui venaient justement corriger ces cours de soir de temps en temps dans ces académies privées. Et je sais que František Fotin, par exemple, les fréquentait de cette manière, ces académies. Donc il est très probable que c'était le cas de Divish. Quant à l'enseignement de Kupka, que Divish mentionne aussi, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est un aspect de la vie de ce peintre célèbre qui est un petit peu moins connu. Donc je vais juste évoquer rapidement la manière dont Kupka a enseigné aux élèves tchèques qui vivaient à Paris. Kupka s'était vu proposer en 1919 un poste de professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Et c'était une manière du gouvernement tchécoslovaque de le remercier pour son engagement en faveur de la future Tchécoslovaquie pendant la Première Guerre mondiale. Et on lui a donc proposé ce poste de professeur à l'Académie pragoise. Mais Kupka voulait l'accepter, après il a hésité et après il a dit qu'il pouvait accepter seulement s'il pouvait rester à Paris parce que c'était là qu'il voulait vivre et qu'il pensait que c'était là qu'il pouvait continuer son œuvre. Et il a réussi à obtenir à sa charge les étudiants, les boursiers de l'Académie des Beaux-Arts qui venaient étudier à Paris, ce qui lui permettait donc de rester à Paris et en même temps d'avoir un salaire régulier, ce qui lui permettait, à part ses cours donnés à ses élèves tchèques, de se consacrer à sa création. Mais c'était quand même pas si simple que ça. Kupka aurait aimé donner à ses étudiants un cours pratique de peinture, notamment d'illustration et de gravure, parce que c'était des choses dans lesquelles il avait été très fort et qui permettaient de lui gagner sa vie en arrivant à Paris. Mais a priori, d'après les archives et d'après le témoignage de Mesdames Ladek, l'Académie lui a interdit de donner des cours pratiques, ne voulant sans doute pas que tous les étudiants de l'Académie se mettent à la peinture abstraite que Kupka était en train de développer depuis quelques années. Et donc, il devait leur donner un enseignement théorique. Donc Kupka avait d'abord proposé à ses étudiants d'organiser des visites commentées des musées et des monuments à Paris pour leur faire découvrir l'art et la culture et l'esprit français. Il organisait aussi quelques excursions, notamment dans le sud de la France et à Chartres. Ici, je vous montre juste... pour illustrer ce que je vous raconte, une lettre d'une artiste tchèque qui était comme ça, élève de Kupka à Paris en 1923, qui s'appelait Milada Marešová et qui a écrit à ses parents une lettre dans laquelle elle raconte l'excursion avec Kupka à Chartres et elle a mis un petit croquis de jeunes tchèques à la gare qui en attendant le train et le professeur Kupka boire un café à la gare et Kupka qui arrive avec ce chapeau
Donc, et en bas, vous voyez donc les étudiants qui grimpent à Chartres étudiaient en détail les vitraux de Chartres, que Kupka lui-même a étudié en profondeur, et c'était une des sources après de sa peinture abstraite. Donc ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais très vite, Kupka s'est rendu compte que ses visites ne lui permettaient pas d'approfondir assez les sujets qu'il voulait traiter avec ses étudiants, et il leur a proposé de leur donner des conférences chez lui à Puteaux, dans son jardin. Ici, vous voyez une photo comme ça de Kupka entouré de ses élèves dans sa maison à Puteaux. Et ces conférences se tenaient donc tous les lundis après-midi de 16 à 19 heures chez lui. Et il accueillait non seulement les élèves de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi des auditeurs libres, souvent aussi des musiciens, des compositeurs, etc., installés à Paris. Et c'est à ce titre que Divish fréquentait aussi ses cours. Dans cette photographie, on voit à gauche, à droite pour vous, par exemple, Vincent Smakowski, le sculpteur connu surréaliste tchèque, un des fondateurs du groupe surréaliste tchèque, qui venait suivre ses cours en même temps que Divish. On y voit aussi le sculpteur Jan Vlach, qui a fait entre autres un buste de Kupka, qu'il était l'auteur de Lyon sur ce centre tchèque jusqu'à récemment, qui était sur le centre tchèque jusqu'à récemment. Il y a aussi Alois Jierod, par exemple, un célèbre relieur qui ensuite a relié tous les livres illustrés par Kupka, et d'autres artistes un petit peu moins connus. Donc Kupka faisait un enseignement théorique, donnait des conférences sur l'art français, etc. Et pour les initier à la culture française, il avait choisi la même approche que Élisée Reclus dans sa géographie célèbre, L'homme et la terre, que Kupka d'ailleurs avait illustré majestueusement. Et donc Kupka avait l'occasion de bien l'étudier, et il avait choisi la même approche, c'est-à-dire qu'avait Reclus, c'est-à-dire étudier la culture à travers l'influence du milieu extérieur qu'exerce donc la nature sur les nations et sur les cultures. Donc, pour que les étudiants, je cite Kupka maintenant, puissent pénétrer l'esprit de la France et par là aussi de son art, il remontait jusqu'aux origines de ce qu'il appelait la race française, et donna des conférences sur l'histoire géopolitique de la France, etc. Beaucoup de conférences sur la littérature aussi, parce qu'il considérait que les poètes et les écrivains exprimaient plus clairement les sentiments et la pensée française que les plasticiens, etc. Il est étonnant qu'il a très peu parlé de ses contemporains, de ses collègues, des peintres, etc. Il a inclus juste une ou deux conférences sur le surréalisme, mais il parlait pratiquement pas de l'art actuel, mais il a essayé d'amener les étudiants chez quelques-uns de ses collègues, parce qu'il habitait une colonie d'artistes à Puteaux avec Jacques Villon dans la maison à côté, qui était le frère de Marcel Duchamp, et puis plusieurs artistes autour. Il était très proche de Galien, etc. Et il aurait aimé organiser des rencontres de ces artistes directes avec les étudiants, mais très vite il s'est rendu compte que le dialogue entre les élèves tchèques et ces artistes était presque impossible. Et il critiqua leur passivité, leur caractère plébéien, il disait exactement dans les rapports qu'il envoyait au ministère. Et il disait, je cite un des rapports de Kupka qu'il a envoyé au ministère en 1932, où il disait: les gens de chez nous sont en principe obéissants et se plient aux instructions et même aux ordres. Les Tchèques replantés dans un milieu qui leur est inconnu ont l'air lourdeaux. S'ils avaient au moins un peu d'initiative, tout irait mieux. J'ai vu des réels talents, mais ils ne voyaient pas leur propre capacité, ils n'osaient pas, ils allaient à la manière pragoise voir ce qui se fait. Donc il a porté un regard assez critique sur les élèves tchèques, mais quand il reconnaissait un vrai talent parmi eux, il était vraiment prêt à les aider et n'hésitait pas à intervenir en leur faveur. Et c'était justement
le cas d'Alain Diviš, parce qu'il a écrit à Prague au rectorat de l'Académie des Beaux-Arts justement qu'il avait reconnu en ce jeune homme un véritable talent et qu'il était en proie à de graves difficultés matérielles qui l'empêchaient de travailler comme il aurait voulu, et donc il demandait si l'Académie pouvait intervenir et lui attribuer une bourse. Comme j'ai déjà dit, donc, Kupka envoyait chaque année un rapport au ministère avec la liste des étudiants, et dans ces listes qui se trouvent aux archives de l'Académie des Beaux-Arts, le nom Diviš apparaît donc en 1926 et 27, en même temps que Minces Makovsky, que j'avais déjà dit, que Hanna Vechterlova, une autre sculptrice importante que le sculpteur Jan Vlach par exemple, et ensuite en 1928 et 29, où il y avait aussi donc le peintre Jiří Jelínek, mais aussi par exemple le philosophe Jan Patočka qui avait fait un séjour en France et qui fréquentait aussi les cours de Kupka. Il y avait Bohuslav Martinů qui venait aussi, etc. Ici juste encore une photo comme ça de Kupka avec ses élèves. On retrouve ensuite le nom Diviš sur quelques autres documents envoyés par Kupka au ministère. Ici, c'est juste un certificat, une attestation plutôt que Kupka a fait pour Diviš, comme quoi Diviš avait été son élève à Paris. Lui, il indique qu'il était son élève depuis 1925, mais on ne peut pas se fier exactement à cette date, puisque Kupka l'avait écrit en 1936. Et il avait fait aussi 2 rapports en 1937 et 1938 où il rappelle qu'il avait demandé déjà une bourse pour cet artiste déjà mûr, il disait précisément, et il relance donc ses interlocuteurs en rappelant que Diviš se trouve dans une situation très précaire, qu'il doit faire face à une grande pauvreté, et il dit que même s'il n'est pas l'Académie des Beaux-Arts, il mérite vraiment qu'on porte attention à lui. Et Diviš avait vraiment des grandes difficultés matérielles, et pour obtenir une bourse il a même sollicité l'aide de Daniel Henri Canveller, qui était donc très proche donc vous connaissez le marchand donc de peinture cubiste, etc. Je n'ai pas besoin de rappeler, mais il était très proche avec un collectionneur tchèque, Vincenc Kramage, et donc Canveller est intervenu en faveur de Diviš auprès de Vincenc Kramage en lui écrivant exactement ceci. Il le qualifiait d'être le plus intéressant de tous les artistes tchèques alors présents à Paris, et il disait « Il travaille dans des conditions difficiles avec de beaux résultats. Je crois qu'il a fait de gros progrès depuis qu'il est à Paris. Je suis persuadé que si l'État tchèque le soutient, il agira dans son propre intérêt. » Donc, Canveller a vraiment essayé de soutenir Diviš non seulement théoriquement par cette lettre, mais aussi il a essayé de vendre ses œuvres. On sait précisément que cette œuvre-là est passée par sa galerie. On ne sait pas s'il a réussi à la vendre ou pas, mais en tout cas sur le dos de la peinture il y a l'étiquette de la galerie Simon, qui était la galerie donc de Canveller à l'époque. Mais Diviš en tout cas ne parvient pas à obtenir une bourse malgré toutes ses interventions, mais il a réussi à obtenir une allocation ou un soutien de 4000 couronnes de la part du ministère. Donc quand même cette intervention a servi à quelque chose, mais pour gagner sa vie, donc il a fait toutes sortes de petits métiers, de petits travaux. Par exemple, il a préparé les décors pour les photographes, il a fait des projets de dessin pour les tissus et toutes sortes donc comme ça de petits métiers. Mais malgré de réelles difficultés matérielles, il a réussi à voyager. Voici une peinture qu'il a pu faire en Bretagne en 1930. Il a pu aller en Hollande, en Espagne, en Afrique du Nord, notamment donc en Tunisie et en Algérie. Et il a pu montrer donc ce qu'il a fait, ses peintures et ses dessins qu'il a fait en Afrique du Nord à une exposition à Paris en 1932, donc dans cette galerie Van Lier ou Van Leer, rue de Seine, donc pas loin d'ici. Il a montré là-bas donc des paysages rue du Maghreb, et voici un exemple. Ça, c'est un paysage que Diviš a peint un petit peu plus tard en souvenir de ce voyage. Malheureusement, on ne sait pas exactement quel paysage était exposé dans cette exposition. Par contre, pour les portraits qu'il a exposés,
on sait plus précisément puisque les revues d'époque les ont reproduits. Donc on sait que par exemple ces 2 portraits étaient présentés à cette exposition en 1932. C'est des portraits qu'il a ramenés pareil de ce voyage. Cette exposition n'est pas passée inaperçue à Paris à l'époque. Il y a 2 critiques renommés qui ont porté attention au travail de Divish et qui ont écrit des comptes rendus assez détaillés. C'était Maximilien Gauthier dans la revue L'Art Vivant et André Varno dans la revue Comédia. Maximilien Gauthier souligne donc le caractère discret du peintre. Il a apprécié qu'il a travaillé beaucoup en dehors du public, dans le silence et patiemment. Et notamment, il dit exactement, il a passionnément cherché sa voix en silence comme il convient avant de montrer son travail. Et ensuite, il a apprécié donc le fait que Divish avait évité de montrer l'Afrique telle que l'aiment les amateurs du pittoresque et au contraire a choisi à montrer le cadre africain des plus sobres et dénudés. Je cite sa critique. Il a même poussé le courage jusqu'à choisir de peindre une Afrique des jours de pluie, ou tout au moins des ciels couverts, une Afrique non dévorée par le soleil, une Afrique nuancée, indécise, grisâtre, palpitant de tons sourds, vrai cependant. Pour ce qui est des portraits, il a apprécié les portraits africains avec un ton quand même très lié, très connoté de l'époque, en écrivant: il s'est attaché surtout à scruter les visages, deviner l'âme dans le regard, les attitudes, dégager du type le sentiment de la race, du Kabyle au Chawa, au Touareg, à l'Arbar, aux Juifs en nègre, etc. Quant à Arne Varno dans la revue Comédia, il apprécie ou il relève certains points qu'avait déjà relevé donc Maximilien Gauthier dans l'Art Vivant. Je cite un petit peu de son compte rendu. L'Afrique qu'il nous montre n'a rien de celle des orientalistes, des bazars, pas de ciel bleu, pas d'effet de soleil, une nature âpre, grise, rêche, dure, desséchée. Quant aux figures, ce sont des portraits d'Arabes au visage aristocratique. Là, je vous montre quelques images donc, des tableaux qui étaient dans l'exposition. Donc au visage aristocratique, tourmenté, taillé à coups de serpe, vieillard barbu, guerrier, on est en bec d'aigle, et puis aussi des jeunes filles à la peau de cuivre, aux bouches rouges, aux yeux noirs et fixes, une Afrique que les peintres peignent trop rarement. Donc en général, on a apprécié chez Divish cette approche d'Afrique différente de ce que pouvaient ramener les autres peintres à l'époque qui allaient souvent peindre là-bas. Après cette exposition, Divish continue encore un petit peu dans cette veine rude, expressif, figuratif, des portraits un peu très taillés comme ça, frôlant parfois la caricature et même le grotesque, comme c'est par exemple le cas de ces portraits du milieu des années 30 qui peuvent être approchés par exemple des portraits de Chaim Soutine que Divish même dans une correspondance indique de connaître personnellement. En tout cas, son œuvre de cette époque est assez proche de ce qu'on pouvait trouver à l'époque parmi la production de ce qu'on appelait alors l'école de Paris. Et d'ailleurs, cette appellation a été inventée ou créée par Arne Varno, c'est-à-dire le critique qui avait fait le compte-rendu de l'exposition de Divish. Et d'ailleurs, le portrait lui-même, en tant que genre, était un des sujets privilégiés donc, de l'école de Paris, sans doute en partie aussi parce que ça permettait aux artistes de recevoir des commandes. Mais en tout cas, les années 1930 sont marquées par un rapprochement de Divish avec l'école de Paris, et non seulement au niveau de la peinture, mais au niveau aussi géographique, puisqu'il a quitté Montrouge, où il a habité jusqu'à maintenant, près d'une colonie d'artistes tchèques qui habitaient là-bas dans des ateliers d'artistes, notamment justement Toyen Eštěrský, Vincent Smakovský, Hana Vichtrlová, Mary Durasová, Maxime Kopf et d'autres artistes. Et il s'est installé à Montparnasse, dans une autre colonie tchèque qui vivait dans des maisons rue de Vanves, avec Bohuslav Martinů, Jan Zrzaví et le peintre František Tichý. Malheureusement, cette colonie de petites maisons devait bientôt être détruite, et donc cette vie en communauté, entre guillemets, n'a pas eu de longue durée.
Je veux juste vous montrer ici, pour vous montrer le contexte un petit peu dans lequel Diviš se retrouvait, quelques portraits qui pouvaient se faire à l'époque par les peintres les plus connus, de l'école de Paris, ici donc les grands noms connus de tout le monde, Modigliani, Passin, Kissling, ici Jules Passin encore, et j'ai inséré dedans des portraits de cette Tita dont parlait tout à l'heure Jean Gaspard, qui était une artiste tchèque qui vivait à Paris aussi dans la deuxième moitié des années 30 et qui elle aussi vivait à Montparnasse et était vraiment au cœur de cette école de Paris. André Varno lui a même organisé une exposition personnelle en 1936 et elle est aujourd'hui connue notamment sous le nom de Tita, qui était le nom qu'elle a pris pendant la Seconde Guerre mondiale quand elle était proche ou même membre du groupe surréaliste La Main en Plume, et elle a signé ses œuvres sous ce nom jusqu'à sa déportation en 1942 à Auschwitz. Et vous pouvez d'ailleurs donc voir un dessin d'elle dans l'exposition L'Enguerre, comme avait déjà précisé Gaspard. Ici juste encore donc quelques portraits de cette période avec Edita Hiršová et Fujita. C'était juste pour montrer dans quel contexte, avec quoi pouvait être comparé le travail, les portraits de Diviš à l'époque. Donc après cette série un peu fournie, expressionniste de Diviš, il se tourna vers une peinture beaucoup plus classique, vers la deuxième moitié des années 30. Peut-être ce changement brusque était dû au fait de devoir aussi plaire aux goûts bourgeois de l'époque pour obtenir des commandes, mais en tout cas parallèlement à ça, il développait une œuvre plus intime, comme on peut le voir ici, avec donc ces portraits de jeunes filles, probablement la même, de jeunes filles noires qui sont exécutées un petit peu à la manière des portraits réalisés par Gauguin au Gil Marquis, donc une toile qui rappelle exactement donc cette jeune fille allongée, une peinture de Gauguin qui reprend elle-même l'odalisque de Manet. Mais oui, donc là on va y arriver. Donc je voulais vous montrer ces changements aussi un petit peu radicaux dans la peinture de Diviš dans cette période qui montre qu'il se cherchait encore, qu'il hésitait, qu'il cherchait sa voix, etc., qu'il cherchait son expression personnelle. Et comme chez beaucoup de peintres à l'époque, c'était les circonstances extérieures qui devaient jouer le rôle d'une sorte de catalyseur et lui permettre donc de trouver vraiment son expression profondément originale et authentique. Et ce changement donc antérieur, c'était lié à l'expérience douloureuse qu'il a vécue pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à quoi donc on va arriver maintenant. Je suis désolée pour ceux qui étaient là il y a 2 ans à ma conférence. Je vais devoir reprendre quelques éléments que vous avez déjà entendus, parce que Diviš était au cœur de cette histoire et qui lui était presque fatale, mais en tout cas qui était décisif pour son œuvre. Donc juste rapidement évoquer cette histoire de la Maison de la Culture tchécoslovaque à laquelle Diviš était lié et grâce ou plutôt à cause de laquelle il s'est retrouvé en prison. Donc juste rapidement, je vais évoquer brièvement le contexte. Donc après la signature des accords du Munich et l'occupation de la Tchécoslovaquie, beaucoup d'artistes et d'intellectuels ont trouvé refuge à Paris, à la tête avec Adolf Hofmeister. Donc ils ont fondé cette maison de la culture tchécoslovaque. Cette création de cette maison de la culture était liée au contact qu'Adolf Hofmeister avait déjà avant la guerre à Paris, notamment ses liens avec l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, notamment avec la personne de Louis Aragon et de Jean Cassou, etc. Et donc quand Hofmeister arrive à Paris après l'occupation, tout naturellement il reprend contact avec ces intellectuels de gauche français, et ensemble ils décident, plutôt cette association internationale des écrivains propose à Hofmeister un projet, c'est-à-dire de fonder à Paris une maison de la culture espagnole et une maison de la culture tchécoslovaque. Cette maison de la culture espagnole et tchécoslovaque donc devait être des maisons soutenant 2 cultures ou 2 pays directement menacés par le fascisme. Donc Adolf Hofmeister était chargé avec l'écrivain Franz Karl Weizsäcker,
qui était donc le rédacteur en chef de l'ancien rédacteur en chef de Arbeite Illustrierte Zeitung, le journal qui d'abord était publié en Allemagne, puis à Prague, et puis Weisskopf est émigré en France dès 1938. Et donc tous les deux étaient chargés de s'occuper de cette maison de la culture tchécoslovaque, qui devait donc au départ réunir les peintres, les écrivains tchèques, tchécoslovaques qui devaient se réfugier à Paris. Mais malheureusement, en tout cas tous les peintres prévus ne sont pas arrivés à fuir la Tchécoslovaquie, ou n'ont pas tous peut-être voulu. Et donc le projet a été modifié et Hofmeister s'est tourné vers les peintres, les intellectuels déjà présents à Paris. Et c'est ainsi que Divish aussi s'est un petit peu retrouvé au cœur de cette histoire. En tout cas, au cours de l'été 1939, Hofmeister avait trouvé, avec l'aide d'Aragon et avec des fonds qui ont été avancés par Renaud Journel, donc ils ont trouvé une petite villa située au 74 rue de Notre-Dame-des-Champs. Malheureusement, j'ai toujours pas de photo de cette villa, comme je le disais il y a 2 ans. Donc, si jamais vous avez des idées comment la trouver, parce qu'elle était détruite depuis, comment trouver une photo de la rue Notre-Dame-des-Champs avant les années 70, je crois que c'était détruit dans les années 70, cette maison. Donc, ils ont loué cette villa. C'était une villa occupée par les peintres républicains espagnols qui eux-mêmes ont pu se réfugier en Amérique latine, et donc on laissait la place à ces intellectuels et peintres tchèques. Je vous laisse ici regarder les noms des peintres tchécoslovaques et des journalistes et des professeurs qui ont été donc les habitants, qui sont devenus les habitants de cette maison de la culture tchécoslovaque. Cette maison a fonctionné surtout comme un centre d'aide pour les artistes, comme un lieu où les artistes pouvaient créer, etc., mais aussi comme un lieu de rendez-vous se retrouvait la communauté tchécoslovaque à Paris. Il y a pratiquement tous les personnes importantes de la culture tchèque à Paris à ce moment-là qui donc venaient, qui fréquentaient cette maison de la culture. On y a lancé plusieurs projets culturels engagés, etc. Il voulait même publier une revue, éditer des livres qui étaient interdits dans le protectorat allemand, etc. En tout cas, ils ont eu plein d'idées et ils organisaient des réunions pratiquement tous les soirs qui accueillaient entre 20 et 30 personnes. Parmi eux, il y avait Lenka Reinerova qui avait écrit plusieurs livres où elle raconte un petit peu ses soirées à la Maison de la Culture. Je la cite, ce qu'elle a écrit par rapport à ça. Dans un Paris sombre se réunissait chez nous soir après soir une société assez nombreuse, très variée, d'exilés tchécoslovaques, des hommes politiques de diverses tendances, des généraux, des artistes. Et donc, parmi ces artistes, il y a eu aussi Alain Divish, et il faut se douter qu'un groupe aussi nombreux, sans doute bruyant aussi, etc., composé uniquement d'étrangers, devait commencer à attirer des attentions des voisins, et puis devait devenir suspect dans un Paris en guerre. Et puis, dès qu'il y a eu les premières alertes aériennes, et il fallait trouver refuge dans un abri, ils allaient tous dans un abri dans le jardin de Luxembourg, et donc les habitants de la maison devaient se faire remarquer, bien sûr, en fonction de leur accent ou de leur langue étrangère, etc. Et cette suspicion qui commençait à entourer la maison s'est traduite très vite par une descente de la police française qui a eu lieu en matin de septembre 1939. Et la maison était fouillée de fond en comble et toutes les personnes qui s'y trouvaient ont été arrêtées. Et donc toutes ces personnes que vous voyez là, plus une surveillance de la maison était mise en place aussi, et tous les gens il y avait un policier qui était resté posté dans le jardin, et tous les gens qui sont venus leur rendre visite étaient aussi interpellés par la police. Et donc ils ont été conduits au commissariat et soumis à un interrogatoire, mais la plupart de ces personnes ont été relâchées, et sauf Alain Divish, on sait toujours pas pourquoi, lui qui avait été le seul parmi les gens qui n'habitaient pas vraiment la maison de la culture, même si le projet était qu'il les rejoigne, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Mais en tout cas, c'était le seul qui n'a pas été un vrai habitant de la maison de la culture, qui était donc incarcéré avec les autres habitants.
On sait maintenant aujourd'hui que cette intervention de la police française s'inscrivait dans le cadre des mesures donc, qui ont touché le Parti communiste après la signature de pacte de non-agression, donc le pacte germano-soviétique. Et dans le procès verbal de cette... je pense que même je peux vous le montrer. Ça, c'est encore des choses que Dieviš a pu remplir juste avant d'être arrêté. C'était une sorte de recensement de la communauté tchécoslovaque en France qui a eu lieu en 1939, sans doute en vue de former une armée tchécoslovaque donc, en France. Donc voilà la liste, le Stasi list, feuille de recensement probablement dit de la communauté tchécoslovaque, la colonie tchécoslovaque. Et ici, un document qui prouve que juste avant d'être arrêté, le 4 septembre 1939, Dieviš s'était porté volontaire justement pour cette armée tchécoslovaque. Il a reçu un tampon de la légation de la République tchécoslovaque, donc à Paris, 4 septembre 1939, et ici sa carte de chômeur, donc avec le tampon encore de septembre 1939 dessus. Et ici ce procès verbal donc de cette arrestation dans lequel il est stipulé exactement la maison de la culture tchécoslovaque n'est en réalité que le comité central du Parti communiste tchécoslovaque nouvellement réorganisé. Donc en fait, à partir des informations très légères, la police a déduit que la maison de la culture tchécoslovaque était le siège secret du Parti communiste tchécoslovaque qui en réalité siégeait bien en France mais à Versailles. Mais ils ont déduit ça par rapport au fait qu'un des députés communistes tchécoslovaques, Vladimir Klementis, qui était très ami avec Hofmeister, est venu à plusieurs reprises donc, dans la villa. Et donc ils ont retrouvé, il a dû être suivi, on a dû voir qu'il allait dans la maison. Et aussi pendant la fouille dans la maison, les policiers ont trouvé quelques lettres en provenance de Moscou qui ont été adressées à Hofmeister et à la journaliste Lenka Reinerova. Même si après l'instruction a montré que ces lettres étaient sans importance, cela a suffi pour donc faire croire pour que la police puisse les accuser d'être le siège central du comité central du Parti communiste. Et donc la police avait sans doute l'impression d'avoir réussi un gros coup. Donc après des longs interrogatoires à la préfecture de police, les occupants masculins de la maison étaient incarcérés à la prison de la Santé et les occupants que vous avez vus sur la liste plus Dieviš et donc Lenka Reinerova qui était la seule femme qui était arrêtée était emprisonnée à la prison de la Petite Roquette. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ces registres de la prison de la Santé, le chef d'inculpation était donc celui d'espionnage. Et c'était non seulement d'espionnage en faveur de l'Union soviétique, on pourrait le penser, mais aussi d'espionnage en faveur de la Gestapo. La police était persuadée, puisqu'elle a trouvé dans la maison des cartes, des laissez-passer que les artistes tchèques, Hofmeister et Pels notamment, se sont procurés avec beaucoup de difficultés en utilisant les pots de vin et toutes sortes de moyens pour obtenir un laissez-passer pour pouvoir quitter le protectorat allemand. Ils ont eu tort de garder ces laissez-passer et la police française les a trouvés dans la maison et a déduit que s'ils avaient pu obtenir ces laissez-passer, c'était sans doute un échange de services et ont été persuadés qu'ils travaillaient à la fois pour l'Union soviétique et à la fois pour la Gestapo. Donc mais finalement, peut-être, heureusement pour les inculpés, grâce à la gravité de cette inculpation, donc ils ont été tout de suite transférés sous le contrôle de la justice militaire. Et donc cette justice militaire a tout de suite mis en place une instruction chargée d'enquêter donc sur eux et sur les faits qui leur étaient reprochés
en faisant donc une enquête très approfondie. Ça c'est donc la commission rogatoire qui était lancée. Ils ont écrit par exemple même à Chima, à Bohuslav Martinu, en les interrogeant sur les contacts qu'ils avaient donc avec les habitants de la Maison de la Culture et avec Diviš, etc. Ils ont analysé des flacons que Lenka Reimerova avait dans sa chambre. Donc ils ont fait, c'était des pots de peinture, et ils ont fait une analyse si cela pouvait servir à une correspondance secrète, etc. Et toutes sortes donc d'enquêtes. Ils ont fait traduire toute la correspondance qui ont trouvé tout ce qui était trouvé dans la Maison de la Culture. Tout ça c'est encore gardé dans les archives de la justice militaire. Et donc on voit vraiment que tout a été minutieusement traduit. D'ailleurs, je pense que le traducteur, je suis persuadée que le traducteur, un certain Hanuš, qui était un membre de la colonie tchèque à Paris en même temps donc en juriste, qui était traducteur assermenté, a traduit de manière vraiment à les aider à sortir de la prison. On voit les annotations qu'il fait, qu'il essaye vraiment de présenter la traduction en leur faveur. En tout cas, au bout de 6 mois, la police, la justice militaire s'est rendu compte que cette accusation ne tenait pas. Ils ont été libérés, mais en raison de ces délais, l'enquête a duré très longtemps, de cette précision de l'enquête. Et ils ont dû passer donc 6 mois à la prison de la Santé, en plus dans des conditions extrêmement sévères liées donc à la gravité de l'accusation. Ils étaient mis au secret, ils n'avaient pas le droit qu'à 2 minutes de douche chaude par mois, à une promenade de 10 minutes dans la cour tous les 2 jours, etc. Et donc des conditions extrêmement difficiles. Ce qui fait que c'était une expérience particulièrement traumatisante pour Diviš, qui en plus était celui qui a vécu ça sans doute de manière la plus traumatisante, puisqu'il ne comprenait absolument pas pourquoi il a été arrêté. Il n'a pas été habitant de la Maison de la Culture, il est allé juste leur rendre visite. Il a été arrêté sans qu'on lui dise pourquoi, et donc il a plusieurs fois écrit au juge d'instruction en vraiment soulignant qu'il est absolument innocent, etc. Et cette expérience pour lui et cette incompréhension a sans doute accentué le traumatisme qu'il a vécu, alors que Hofmeister, en tant que lui-même avocat, savait à quoi il avait droit, à quoi il n'avait pas droit, etc. En tout cas, savait un petit peu de quoi ils étaient accusés, savait à quoi s'en tenir. Diviš était complètement désespéré, ne comprenait pas, et vivait ça de manière très, très difficile. Et c'est pourquoi donc ce séjour a profondément marqué sa création, parce que les murs le plus difficile pour tout le monde était de tuer le temps, comme il disait, et donc Diviš scrutait très attentivement les murs de sa cellule, comme ça il partageait les peines et les souffrances des détenus qu'il avait précédés dans sa cellule, et il a même s'est mis lui-même à transformer les inscriptions, les dessins sur le mur, à les développer, etc. Il a ensuite écrit des souvenirs liés à son emprisonnement à la Santé, et il explique un petit peu cette manière qui l'a mené après vers les peintures qu'il avait, des peintures radicalement différentes de ce qu'il avait fait avant la guerre, je cite. Les murs de ma cellule étaient sales et lézardés, décrépits, recouverts de taches et de moisissures. Je les observais des heures entières, des jours et nuits durant. Lorsqu'on les regardait longtemps, ils s'animaient, se transformaient en personnages, nuages, paysages, rochers, cascades, en géants au combat, en monstres flottants, en petits génies dansants. Avec un caillou ôté du mur, je gravais et grattais des formes et des contours pour que les taches reçoivent les contours plus solides des hommes, des animaux et des paysages. Donc ainsi, il a en quelque sorte anticipé en prison une partie essentielle de son œuvre vraiment particulièrement originale et poignante qu'il avait réalisée dans les années 40 et 50, où il a en quelque sorte collecté donc
les murs de sa cellule, les images des murs de sa cellule et les inscriptions donc, que ses prédécesseurs ont laissées donc, sur les murs en exprimant leur désespoir. Je vais vous montrer, c'est des choses qu'il a fait surtout après, en arrivant à New York, mais pour que vous ayez déjà une idée, je vous montre ici quelques images donc, liées à ce séjour en prison. C'est souvent, il y reprend souvent les thèmes caractéristiques donc, de la vie d'un prisonnier, c'est-à-dire les calendriers dessinés sur les murs. C'était vraiment souvent l'unique repère temporel des prisonniers, des croquis qui représentaient leur peine ou la raison pour laquelle ils étaient en prison, ou leur angoisse, le bourreau, etc. Et tout ceci le transformait aussi dans des visions cauchemardesques comme celle-ci. Ensuite, donc, après ces 6 mois passés à la prison de la Santé, un jour de printemps 1940, ils ont tous appris, donc ils ont été convoqués par leur avocat et qui leur a annoncé: vous êtes libérés, vous et vos amis, sur la base d'un non-lieu général. Recevez de ma part les excuses du gouvernement de la République pour un emprisonnement non justifié. Voilà, donc au bout de 6 mois, ils se croyaient libres, mais malheureusement, la police, alors que la justice militaire les a libérés, la police refusa de les mettre en liberté parce qu'ils les considéraient toujours comme indésirables sur le sol français. Et après avoir passé quelques jours au dépôt de la préfecture de police, ils ont été conduits au stade Roland-Garros, qui est donc un stade qui avait été transformé en camp de rétention où on réunissait les étrangers indésirables. Et là, ils étaient maintenus en transit. Ils y étaient en même temps, par exemple, que Arthur Koestler, qui avait écrit dans son livre La lie de la terre, il écrit son séjour dans ce camp. Et donc ils ont passé un certain temps ici avant d'être transférés dans un autre camp. Ici encore donc quelques croquis de Divish avant d'arriver à ce dessin que Hofmeister, dans lequel Hofmeister a ensuite à New York évoqué donc leur séjour dans ce camp Roland-Garros. Hofmeister a ensuite donc un petit peu romancé leur emprisonnement en France, etc. Tout le parcours après dans les camps, dans un livre intitulé Un touriste malgré lui, qui a été publié d'abord aux États-Unis en 1941 et dans lequel donc qu'il a illustré avec des dessins donc racontant les différentes étapes de leur vie en captivité. Donc voici le camp de Roland-Garros. Et après, le petit groupe fut transféré au camp de Damigny en Normandie. Ici donc un aperçu de baraquement peint par Hofmeister qui s'est dessiné lui-même à droite en bas. Oui, c'est bien à droite en bas, c'est donc avec la feuille, c'est Hofmeister lui-même. Et là, ils ont passé plusieurs mois. Mais quand la situation militaire de la France se dégradait et l'armée allemande approchait, les autorités françaises ont ordonné d'évacuer le camp et les prisonniers furent transférés dans une ancienne usine à poudre, qui a été vite transformée en camp d'internement près de Bordeaux, dans un village qui s'appelle Bassins. Ici, juste encore un dessin de Hofmeister dans ce camp de Bassins où les prisonniers ont été utilisés pour charger les bateaux dans le port de Bordeaux. Dans ce camp d'ailleurs, ils ont rejoint des antifascistes renommés comme par exemple Karl Einstein et d'autres qui se sont retrouvés ensuite malheureusement bloqués dans le sud de la France. Et par exemple, Karl Einstein a préféré de se suicider que de tomber entre les mains de l'armée allemande. Mais les artistes tchèques ont été plus chanceux et ils ont réussi à s'embarquer sur un petit bateau de pêche qui les a amenés à Casablanca. Mais là, à Casablanca, ils ont été à nouveau emprisonnés pour plusieurs mois. Il existe des photos dans la monographie, je ne les ai pas ici, mais il existe des photos de leur séjour dans ce camp marocain où ils ont passé plusieurs mois, qui a aussi beaucoup marqué l'imaginaire de Divish et de Antonin Peltz, qui était là avec lui, avec les couleurs vives, etc.
Et donc après ce séjour au Maroc, ce petit groupe éclata. Adolf Hofmeister a réussi à rejoindre Lisbonne et de là partir aux États-Unis. Et les autres donc ont pu s'embarquer à Casablanca sur ce bateau, capitaine Paul Lemaire. C'est un bateau qui partait de Marseille quelques jours plus tôt et sur le bord duquel il y avait déjà donc André Breton avec Jacqueline Lambert, leur fille Aube. Il y avait aussi Victor Serge, Wilfred Hollande avec sa compagne, Claude Lévi-Strauss et Anna Segers. Donc ils ont passé en cette bonne compagnie une vingtaine de jours avant d'arriver à Fort-de-France. Donc là encore quelques photos. Cette photo du bateau est assez connue et reproduite souvent dans des catalogues. Par contre, toutes les autres photos du bateau sont peu connues parce que on ne sait pas comment. C'est Anthony Peltz qui les a léguées aux archives de la Galerie nationale. Et donc on a toute une série de prises de vue sur ce bateau. André Breton décrivait ensuite ce pénible voyage où ils étaient vraiment les uns sur les autres. Et donc on peut le voir ici, les lits superposés en bas dans le bateau. Ici les trois donc tchèques avec Divish, Peltz et Maxime Kopf, donc les trois peintres de ce groupe. Et ici encore donc la vie sur le bateau pour le capitaine Paul Lemaire. Et là ils approchent Martinique où ils ont été à nouveau donc à l'exception de Claude Lévi-Strauss qui connaissait bien le capitaine du bateau, donc avait un traitement privilégié. Tous les autres ont été mis au camp de Lazaret. Et par un autre bateau est arrivé aussi André Masson qui était au même moment donc dans ce même camp à la Martinique. Ici un paysage dans lequel Divish évoque donc son séjour à la Martinique. Ici juste pour montrer ce qu'a pu faire André Masson pendant le même séjour dans ce camp Lazaret. Et ici donc une peinture de Anthony Peltz où il a peint donc le paysage de ce séjour à la Martinique. Mais donc finalement ils ont pu, en avril 1941, ils ont pu embarquer sur un bateau pour les États-Unis. Cette fois-ci c'était donc un bateau qui s'appelait le Duc de Mal et ce bateau transportait vers New York également André Masson et sa famille, et ensemble donc ils ont pu débarquer à New York quelques semaines plus tard. Une fois arrivés à New York, donc Hofmeister et Peltz ont repris leurs activités antifascistes, se sont mis à organiser des expositions, ont continué à dessiner des caricatures publiées dans la presse new-yorkaise, etc. Ils ont pu même organiser une petite exposition de leurs caricatures au MoMA. Et Divish, lui, a retrouvé donc ses amis, le compositeur Bohuslav Martinů, le photographe Josef Macháček. C'était lui l'auteur de la photographie que je vous montrais tout au début de cette présentation. Il a bien sûr gardé des contacts, même si un petit peu plus distants, avec Peltz et Hofmeister, et par leur intermédiaire, il a aussi fréquenté un petit peu donc Voskovec Severich, le célèbre acteur qui était exilé aux États-Unis dès 1939. Mais dans son œuvre, donc, là encore une photo à la Martinique, quand ils ont pu être libérés du camp avec donc Divish, Max Kopf et Peltz, et puis deux femmes dont on ne connaît pas l'identité. Mais donc, après l'arrivée à New York, Divish, dans son œuvre, s'est tourné vers une sorte de rétrospection de sa vie parisienne, en peignant donc la ville elle-même, ici donc sa célèbre toile Sous les toits de Paris. Et on voit que son regard sur la ville est un petit peu différent de ce qu'il a pu peindre dans les années 20. Et notamment, il a créé à New York ses œuvres les plus connues, dans lesquelles donc, il revient sur les impressions et les souvenirs de son arrestation parisienne, et où il reproduit donc des graffitis qu'il avait remarqués sur les murs de la prison de la Santé. Là, je vous montre quelques exemples. C'est vraiment les peintures très aussi modernes pour l'époque, qui sont pas sans rappeler par leur côté brut, etc., expressif,
certaines œuvres qu'on appelle aujourd'hui les œuvres informelles et qui, à la Libération, donc, ont avoir beaucoup de succès à Paris, notamment donc des peintures par exemple de Jean Dubuffet, de Fautrier, etc. Et ce recours aussi à l'écriture, au graffiti, à l'expression populaire, etc. peut être rapproché des photographies que Brassailles captait dans Paris de l'après-guerre. Donc une œuvre très personnelle, mais aussi résolument très moderne pour son époque. Et à côté de ces réminiscences donc liées à son séjour à la santé, ici par exemple encore un tableau intitulé Guillotine, le mur de la prison, l'abîme de l'angoisse, le bourreau et la guillotine, la prison, la nuit. Et donc à côté de ces réminiscences, donc à son séjour en prison, il revint aussi vers les scènes de cirque. J'en ai pas parlé avant parce qu'on a un peu d'images de l'époque, mais on sait qu'il aimait aller au cirque et qu'il a peigné beaucoup de scènes de cirque, qui étaient aussi un sujet privilégié de l'école de Paris, mais chez Divish on peut peut-être attribuer cet intérêt à son amitié avec Francesco Tichy, qui vivait à Paris pendant un certain temps, en même temps que lui, et qui lui en a fait vraiment le sujet privilégié de son œuvre. Et donc Divish, pendant sa période new-yorkaise, a repris ce thème de cirque, sans doute uniquement à partir de ses souvenirs parisiens. Et dans ses réminiscences, il revient aussi vers ses voyages en Afrique du Nord, et il peint toute une série consacrée à ce qu'il a appelé les statues barbares, qu'il a représenté comme ça de face ou de profil. Des fois c'est des sortes, leurs têtes font penser à des sortes de masques. Des fois c'est des corps qui représentent en même temps une sorte de porte par laquelle on peut passer, comme si c'était une sorte d'invitation aussi vers une élévation spirituelle, parce que l'œuvre de Divish prend aussi à cette époque une tournure clairement spirituelle. Divish se tourne vers l'iconographie chrétienne également, et il peint beaucoup de Christ en croix. Là par exemple en Christ des prisonniers, encore lié donc à son expérience, mais aussi beaucoup de Christ de différentes styles. C'est par exemple ce Christ des Noirs de 1947. Ça c'est a priori la première œuvre qu'il avait peint après son retour en Tchécoslovaquie, parce qu'en 1947 donc Divish décide de rentrer en Tchécoslovaquie, où en 1948 il a pu montrer donc ses œuvres américaines dans la galerie Willimek. Et c'était notamment donc ses réminiscences à la prison de la Santé, avec donc cette exposition qui a eu beaucoup de réactions à Prague, qui a été accueillie de manière très positive, mais cette exposition se terminait le 22 février 1948, donc 3 jours avant, je dis bien 3 jours avant le coup d'État de la prise du pouvoir par les communistes, et donc une nouvelle période commençait aussi pour Divish, qui malheureusement se trouvait donc très vite en dehors du système et commençait à continuer sa vie plutôt en marge de la société, donc, et solitaire. Et dans son œuvre, il se tourne vers les illustrations. Donc dans long poème de Karel Jaromír Erben, Chemise de noces, qui était déjà une idée qu'il avait depuis son séjour au Maroc dans les camps d'internement, où il avait été atteint de choléra, et une nuit, en allant aux toilettes dehors, il s'est trompé, et au lieu de revenir à l'hôpital, il s'est retrouvé à la morgue où il s'est couché, et le matin il s'est réveillé comme ça au milieu des cadavres. Et cette expérience traumatisante avec la fièvre qu'il avait, etc., lui a fait, après il a dû rester plusieurs jours, peut-être même semaines alité, et dans sa tête il se remémorait le poème Chemise de noces de Erben, qu'il connaissait par cœur, et avait eu l'idée donc de dessiner des illustrations. Au départ, il voulait faire comme ça 4 scènes clés de ce poème sur une feuille et illustrer le livre de cette manière, mais finalement il y a renoncé et il s'est tourné vers une manière
plus classique, c'est-à-dire donc une scène par feuille. Là, je vous montre quelques exemples. Il existe des dizaines de dessins donc inspirés par ce poème Chemise de noces. Donc ce recueil a été publié en 1952, encore à temps. Heureusement, il a été prêt à être publié avant que la censure se mette totalement en place, parce qu'il voulait ensuite illustrer les autres poèmes d'Herben, et une commission éditoriale s'est réunie et lui ont annoncé que son interprétation de Herben ne correspondait pas au sens que le nouveau régime voulait lui donner, et on lui a interdit, la publication de ces autres illustrations était interdite, et par ironie du sort, parmi les signataires de cette décision, des membres de cette commission, il y avait aussi Adolf Hofmeister et Anthony Pals. Donc Divish devait être très déçu. Et il s'est ensuite vraiment retiré, il a continué à peindre dans l'isolement, il s'est tourné vers un sujet on ne peut plus existentiel, il s'est même fait ramener à la maison des os ramassés dans un cimetière désaffecté. Il en a fait des sortes de nature morte dans son atelier, et il a peint toute une série comme ça intitulée donc Les restes de l'homme, et c'est pratiquement la fin de son œuvre et aussi de sa vie. Parallèlement avec ça, il a fait donc des illustrations encore des poèmes d'Edgar Allan Poe. Il a fait aussi des illustrations liées à l'Ancien Testament, mais en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais être publiés, et il a aussi achevé son œuvre et sa vie dans la solitude, entouré juste de quelques amis les plus fidèles. Et donc son œuvre est restée pratiquement oubliée ensuite. Il a été redécouvert vers les années 1970 par un historien d'art, Jaromír Zemina, donc auquel ici je tiens à remercier pour ça, parce qu'il a découvert comme ça plusieurs artistes. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande ces textes ainsi que la monographie et le film sur Divish. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr. Si vous en avez pas, tant mieux. Pardon? De quoi il vivait à Prague? À vrai dire, je ne sais pas trop. Je sais qu'il vivait très modestement dans un atelier à Holešovice. Et justement, le réalisateur qui a fait le film sur Divish, qui est passé là il y a quelques jours, je pense, en fait, vivait dans le même atelier. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de s'intéresser au sort de Divish et de travailler sur sa vie et sur son œuvre. Je sais que Divish, des fois, il était encore très ami avec František Tichý, etc. Et par ses amitiés, il pouvait des fois réaliser quelques affiches, des choses comme ça, des projets, mais des choses très précaires sans doute, des choses occasionnelles comme ça. Est-ce que tu as trouvé des correspondances de Divish postérieures à 1945 qui pourraient un peu éclairer sa vie pragoise à son retour? Des correspondances comme ça en tête, peut-être avec Bohuslav Martinů, il y a quelques lettres. Et il y a mention de Divish dans la correspondance de Martinů avec ses amis. Oui, c'est ça. Mais ce texte autobiographique, par exemple, il a écrit après son retour, donc il y a quelques souvenirs personnels comme ça, liés notamment à son séjour à la prison de la Santé, etc., qu'il a écrit après son retour à Prague. Et il y a plutôt des témoignages oraux, parce qu'il a été très lié, par exemple, avec Hedvika Zaorálková, qui était amie avec lui et qui, elle, a laissé un témoignage, par exemple, écrit sur lui. Il était très proche de Pečírka, l'historien d'art Jaromír Pečírka, qui a déjà du vivant de Divish a écrit quelques préfaces. Par exemple, je pense qu'il a écrit sur le préface d'exposition chez Vilimek.
Et dans ses archives à lui, il y a quelques traces écrites aussi comme ça, des citations d'Yvish, des souvenirs, etc. Voilà, c'est comme ça le texte que je peux lire. Alors on a beaucoup de chance d'écouter cette conférence au moment où vous présentez donc les œuvres et surtout dans ce jeu de filiation qu'on peut faire avec les différents artistes français qui auraient peut-être connus. Et je songe effectivement à certaines œuvres qui sont en filiation avec Odilon Redon. Et à ce propos, je me demandais s'il avait eu une relation avec les francs-maçons. Oui, effectivement, j'ai oublié d'évoquer le parallèle avec Odilon Redon qui est très forte aussi dans son œuvre. La relation avec les francs-maçons, je ne pense pas. Il s'intéressait beaucoup au yoga. À un moment donné, il était plutôt orienté dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'il y a eu une relation directe avec les francs-maçons, mais peut-être que je me trompe. J'avais une petite question par rapport à Hofmeister, parce que dernièrement, comme il avait la correspondance entre Werich et Voskovec l'appelait Hofmeister. Et c'est intéressant qu'il y avait déjà un cas où Hofmeister a plus ou moins. Et c'était sur ce cas-là que j'aimerais un peu plus davantage savoir comment alors Hofmeister a réagi. Peut-être pour les noms tchécophones, Hofmeister, on pourrait le traduire par Merdmeister. Oui, effectivement, Hofmeister a cette réputation un peu ambiguë. Mais je dois dire que, par exemple, Maxime Kopp, dans ses souvenirs liés à leur séjour à Paris, etc., est aussi pas très gentil avec Hofmeister. Mais de l'autre côté, j'ai trouvé dans les archives des documents qui prouvent que l'argent qu'il a pu obtenir de la part des intellectuels français, etc., qu'il a vraiment partagé avec les autres, etc., donc qu'il les a vraiment aidés. Après, le fait de les avoir quittés et d'avoir pris le bateau pour Lisbonne a laissé en eux un souvenir un peu aigri. Mais Hofmeister lui-même s'est exprimé là-dessus en disant qu'il pensait lui-même qu'il pourrait beaucoup plus leur être utile depuis les États-Unis, essayer de leur obtenir un visa, etc., et une place sur un bateau, que s'il était avec eux au Maroc dans la même situation. Donc, bon, après, il a eu un pouvoir politique que les autres n'avaient pas, donc il s'est retrouvé dans des situations sans doute compliquées pour lui-même. C'est vrai que cette signature sous l'interdiction de publier les illustrations d'Yvish est décevante, mais après, j'aimerais pas me prononcer. Je pense que la période était tellement difficile qu'on ne peut pas avoir des jugements noirs et blancs comme ça. Je pense que c'était un personnage complexe qui a sans doute fait des décisions pas toujours bonnes, mais je sais quand il a pu aider aussi ses anciens amis, il l'avait fait aussi. En ce qui concerne la production, à combien peut-on évaluer le nombre des œuvres qui ont été retrouvées? Je ne les ai pas toutes repérées, mais il y avait une grande exposition il y a quelques années à la grande galerie de Rudolfinum à Prague. Donc toutes les salles de Rudolfinum étaient remplies d'Yvish. Donc je dirais qu'il y en a au moins une centaine quand même qui est connue si on ajoute les huiles, les dessins, même plus, comme dit Gaspard sans doute. Finalement, il y en a assez, il y en a pas mal, oui. Si je peux, je dirais plutôt autour de 200. Il y a 60 œuvres ici même à cette exposition. Et ce ne sont pratiquement que des dessins. Je sais qu'il existe bien plus de dessins encore. Et les toiles qu'il y avait au Rudolfinum, c'était très consistant. Sans doute. Il y a une différence entre ce que vous avez dit sur cette période, après le camp de concentration, plus ou moins à Bordeaux, parce qu'il y avait une dame dans le film qu'on a vu qui disait que ils étaient au Maroc, c'était la suite d'emprisonnement en fait. Ah oui, parce que là, d'après ce que vous avez dit, j'ai compris qu'ils étaient libérés plus ou moins. Non. Je vais expliquer. Oui. Bon, mais vas-y. Non, ils ont passé d'abord plusieurs mois dans un camp d'internement au Maroc, à nouveau. C'est là que Yvish a eu son histoire avec la morgue.
Ensuite, ils ont réussi à être libérés. Ils ont passé aussi quelques mois à Casablanca avant de trouver une place sur un bateau qui les a amenés à Martinique. Parce que la dame d'Arletine, elle dit qu'il y avait les Tchèques étaient presque très rapidement libérés. Seulement 2 personnes sont restées en prison. C'était Hofmeister parce qu'il était communiste et Diviš, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que on sait pas tellement pour quelle raison il était mis en prison aussi. Je ne sais pas parce qu'ils sont restés tous la même période en prison. Tous ceux qui ont été arrêtés, donc Hofmeister, Diviš, Pelc, Karajnerová, ils sont passés tous 6 mois en prison. Il n'y en a pas qui ont été libérés plus tôt. Sauf ceux qui ont été arrêtés dans le jardin, comme Diviš, ils ont tous été libérés le jour même après l'interrogatoire, sauf Diviš qui était arrêté emprisonné avec les autres. Alors une des versions, mais je ne l'ai pas dit parce que c'est pas sûr, c'est qu'on aurait après fait une enquête sur Diviš et on aurait trouvé une carte du Parti communiste français, comme quoi il aurait été membre, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai, je ne sais pas si Diviš a vraiment été membre du Parti communiste français, mais ça aurait pu être la raison pour laquelle on l'avait gardé avec les autres en prison. Une question de prospection. Quand Diviš a été arrêté en France, il a dû s'exiler ensuite dans les camps, puis s'exiler aux États-Unis. Toutes ces œuvres qui avaient été produites en France sont restées en France. Est-ce que tu as une idée de ce que cette production est devenue? Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu aimerais chercher ces œuvres qui sont restées quelque part, peut-être, sans doute, en France? Diviš lui-même, quand il rentrait des États-Unis, en fait, il est passé par Paris et il a essayé de chercher ces œuvres qui sont restées là. Et a priori, il aurait ramené un paquet d'œuvres qu'il aurait retrouvé à Paris lui-même. Il les a ramenées à Prague. Après, je suis sûre qu'il y a des choses qu'il avait peintes ici dans les années 20 et 30 qui doivent encore exister ici et qu'on devrait pouvoir trouver, mais c'est vraiment un travail de détective, mais j'essaye toujours. Peut-être Zerzavi aussi. Oui, il y a aussi Diviš lui-même a demandé plusieurs fois à Jan Zerzavi qui faisait des allers-retours à Prague de ramener les œuvres pour lui, et à d'autres personnes qui faisaient la navette comme ça. Il y avait un collectionneur aussi qui faisait souvent des voyages, et Diviš leur confiait les toiles en leur demandant s'ils pouvaient essayer de les vendre à Prague. C'était d'ailleurs ensuite une cause de rupture entre Diviš et Zerzavi qui était très proche à Paris. Et Diviš, quand il est rentré des États-Unis, il réclamait à Zerzavi l'argent qu'il pensait que Zerzavi a dû obtenir de la vente de ses toiles, et Zerzavi ne lui a pas, enfin je ne sais pas exactement, mais Zerzavi les a vendus moins cher que ce que Diviš voulait, ou quelque chose, en tout cas un malentendu qui a causé vraiment une rupture entre les deux. Donc Diviš déjà, avant de partir aux États-Unis, avait envoyé pas mal de ses travaux de cette manière à Prague. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à remercier à Pavlova pour cette conférence. Je vous remercie d'être venu. Je vais rallumer, si vous le souhaitez, on peut échanger de façon informelle et regarder une dernière fois ce soir les œuvres exposées. Un grand merci.